avec inquiétude les affaires qui se suivent en Algérie, car l'heure est extrêmement grave pour les libertés, notamment liberté de la presse et aussi l'atteinte aux droits de l'homme. Condamner des journalistes à des peines de prison pour une simple raison de diffamation ou des propos sur les réseaux sociaux est devenue une mode en Algérie, l'affaire de Mohamed Tamalt et ainsi de Slimane Bouhafs aussi. Alors, ces affaires-là nous démontrent la volonté de museler la presse et d'étouffer la vérité. Est-ce que la justice algérienne condamne ou juge des personnes? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Maître Iken, vous dites quoi de l'affaire de Bouhafs? Bon, concernant l'affaire de Bouhafs, je pense que c'est une affaire qui relève de la liberté d'expression. Contrairement à ce qui était apporté par rapport à ce dossier, j'ai entendu parler qu'il s'agit de liberté, une atteinte à la liberté du culte. Donc, du moment où, vu que j'ai traité le dossier, je n'ai pas trouvé des éléments qui touchent à la liberté du culte. Mais il y a une atteinte à la liberté d'expression. Monsieur Bouhafs, comme vous le savez, comme tout le monde le sait maintenant, Bouhafs essaie d'exprimer des idées par rapport à une certaine religion, en l'occurrence la religion musulmane. C'est à base de ça que monsieur Bouhafs a été jugé et condamné en première instance à 5 ans de prison ferme parce que la juridiction compétente a estimé que les propos avancés dans les réseaux sociaux par M. Bouhafs sont des propos qui touchent à la religion musulmane. On va parler de l'article 144 bis alinéa 2, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'islam et au prophète. Est-ce normal d'appliquer cette loi pour, c'est-à-dire des propos publiés sur Facebook? Maintenant, par rapport à la loi, il faut qu'on lise l'article jusqu'à la fin. Du moment où l'article dit clairement que toute personne porte atteinte au prophète ou bien un dogme de l'islam avec l'écrit ou bien avec des propos, des déclarations ou tout autre moyen, ça veut dire que avant que l'article termine, à la fin de l'article 144 bis, et stipule que tout autre moyen, ça veut dire que même les réseaux sociaux, ils sont susceptibles d'être un moyen de porter atteinte à la religion musulmane. Donc moi, l'enjeu c'est au-delà de ça. L'enjeu c'est complètement l'article 144 bis. Parce qu'on assiste ces derniers temps, on arrive à prendre des non-jeûneurs et de les faire passer devant là-bas à base de cet article 144. Monsieur Bouhafs, aujourd'hui, il a été condamné à 5 ans de prison ferme et au niveau de deuxième instance, ils ont révisé le jugement, donc ils l'ont condamné à 3 ans de prison ferme. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui prend de l'ampleur en Algérie, c'est la secte, les Mohammedites, les Ahmadites plutôt. Les Ahmadites, c'est une secte qui s'est émergée ces derniers temps, et ces personnes-là qui croient à cette secte, on assiste aujourd'hui des poursuites judiciaires, des poursuites policières et judiciaires à cause de leur croyance. Et ils seront condamnés à base de cet article. Mais on sait que Internet n'est soumis à aucune autorité, à aucune, c'est-à-dire loi. Du moment où l'article stipule clairement que toute autre moyenne, cette dernière phrase dans cet article laisse les portes ouvertes et les prérogatives vraiment pleines pour le magistrat d'interpréter la loi à sa guise, quoi. Après, c'est au juge de faire l'élasticité de la loi à la fin. Voilà, on fait un peu de gymnastique. Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut juger une personne sans la présence de son avocat? Vous savez, à partir de 2016, il y avait l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les procédures judiciaires, qui est une procédure qu'on appelle la comparution immédiate. Ça veut dire qu'on diffère quelqu'un devant un magistrat et le magistrat est censé, est obligé de dire pour le prévenu qu'il a le droit de demander le renvoi de l'affaire pour qu'il puisse constituer un avocat. Le jour même de son arrestation, comme ils l'ont fait le 29 juillet. Non, on ne parle pas du jour de son arrestation, parce que le jour de son arrestation, il faut que la garde à vue soit prolongée à maintes reprises pour qu'il puisse bénéficier de l'assistance de son avocat. Mais Bouhafs, il a été arrêté le jour même, il a signé les PV le jour même, il a été déféré devant le juge pénal le jour même. Il a été condamné une semaine après. Qu'est-ce que vous pouvez dire du procès du 30 août? Vous me parlez du premier procès ou bien le deuxième? Du deuxième. Le deuxième, du moment où le premier procès, je n'ai pas assisté, je vais vous parler de procès, mais je ne vais pas vous commenter l'arrêt, parce qu'on n'a pas le droit de commenter les décisions de justice. Maintenant, concernant le déroulement du procès, moi je pense que au départ, il y avait quelques incidents. Au départ, parce que il y avait des instructions qui ont été données pour les policiers de ne pas laisser le public entrer et assister au procès, ce qui a provoqué des incidents à l'intérieur de l'enceinte de la cour. D'ailleurs, c'est le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme qui est intervenu pour dire que c'est contraire à la loi, du moment où l'audience, en principe, c'est des audiences publiques. Au départ, il voulait interdire la présence du public, mais comme il y avait cet incident, donc le procureur général il a permis au public d'entrer et d'assister au procès. Sans oublier, Maître Iken, que c'est-à-dire l'assistance présente le jour, c'était des militants des droits de l'homme et des avocats. Oui, maintenant les avocats, on ne parle pas, parce que les avocats ont le droit d'accès à la salle d'audience. Mais le problème se pose au niveau des militants des droits de l'homme. Justement, il y a le refus d'accès à la salle d'audience a été formulé en faveur des militants. D'après vous, Maître Eken Sofiane, pourquoi cet acharnement contre Bouhafs? Parce qu'il est chrétien ou militant du MAC? Maintenant, par rapport à ces questions, sincèrement, je suis vraiment incapable de répondre. Dans les années 90, lors de la décennie noire, il était parmi les gardes. C'était un garde communal. On voit bien que c'était un policier. C'était un homme qui a vraiment servi le pays. Hein. Oui, maintenant, si on revient au parcours professionnel de M. Bouhafs, au politique, si vous voulez, Bouhafs, il était l'un des membres des services sécuritaires. Donc, Bouhafs, on peut dire qu'il a goûté les années dures, les années de braise. Donc, il a souffert dans sa chair, M. Bouhafs. Il n'était pas un militant du MAC, mais il était un sympathisant du MAC. Un sympathisant du MAC, oui. C'est vrai. Oui. Parlons de son état de santé aujourd'hui, sachant qu'il a une maladie chronique, diabétique, est-ce que je sache? Moi, sincèrement, je l'ai visité une seule fois, à la veille du procès. Je l'ai trouvé une personne affaiblie, le moral vraiment bas, parce qu'il ne s'attendait pas à ce genre de poursuite, il ne s'attendait pas à ce genre d'acharnement. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis convaincu que M. Bouhafs n'arrive pas à comprendre les motifs de cet acharnement. Mais une chose dont je suis sûr que son état de santé est vraiment critique. Parlez-nous un peu, maître, de sa famille, ses enfants, sa femme. Bon, sa femme, je n'avais aucun contact avec elle, mais j'avais le contact avec sa fille et son fils. Son fils, je l'ai vu une seule fois le jour du procès. Vous savez, quand un père de famille condamné à 5 ans de prison ferme, vous pouvez imaginer la situation morale de ses
progéniteurs, donc ils sont vraiment comme leur père, ils ont le moral à plat, et notamment avec la décision de deuxième instance, c'est une décision vraiment désespérante pour la famille. Parlez-nous de la situation des droits de l'homme en Algérie, maître. Qu'est-ce que vous voulez que ça va sur la situation des droits de l'homme en Algérie? Je pense que la situation des droits de l'homme en Algérie... C'est une guerre déclarée. Sincèrement, vous savez, quand dans des moments de crise financière, ça nous emporte fatalement vers une crise des droits de l'homme en Algérie. Je pense que maintenant, la seule solution qu'il lui reste, c'est la solution du bâton. Et la preuve qu'on assiste quotidiennement, malheureusement, à cette méthode, à la répression. C'est une répression récurrente, incessante, chaque jour. Et les exemples ne manquent pas. L'exemple le plus affreux et le plus désolant, c'est l'exemple de M. Tamal qui vient de perdre la vie dans les Jeux algériens. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, maître? Un dernier mot. Sincèrement, je suis vraiment inquiet pour la situation des droits de l'homme en Algérie. Et ce qui m'inquiète davantage, c'est il faut frapper les consciences en Algérie. Il faut frapper vraiment les consciences algériennes, des jeunes Algériens, des citoyens algériens. Quand on assiste comme ça à l'indifférence et la complicité. Aujourd'hui, on a un exemple vivant. On est tous complices de ce qu'il vient de passer avec M. Tamet, avec notre silence complice. Il n'y a pas de solidarité en Algérie. Ce n'est pas tous les Algériens qui sont branchés sur Internet ou bien tous les Algériens qui sont branchés sur Facebook pour qu'ils puissent suivre l'actualité. Maintenant, il reste quelques canons médiatiques tels que la presse écrite en Algérie, mais la presse écrite en Algérie, c'est malheureux de voir comme ça, ils ne sont pas solidaires avec M. Tamet. Ils n'ont jamais organisé une journée de protestation. Quand on lit les journaux qui ont rapporté ce qui s'était passé avec M. Tamet, n'ont que rapporté les déclarations du ministère des gardes des Sceaux, ministère de la Justice. Ils doivent dégager une vision, une analyse et de faire le travail d'investigation. Qu'est-ce qui s'était passé réellement avec M. Tamet? Parce qu'on entend parler que M. Tamet a été vraiment violenté dans sa prison. On parle même de viol. Vous imaginez? On entend parler aujourd'hui que M. Tamet, en quelque sorte, il s'est suicidé parce qu'il n'a pas pu supporter ce qui lui est arrivé dans les jours algériens. Je ne crois pas aux enquêtes internes. Je ne crois pas aux commissions d'enquête parce que les commissions d'enquête, leurs objectifs, c'est d'étouffer l'affaire. On ne sait le sort réservé pour l'enquête de M. Boudiaf, on ne sait l'enquête qui a été réservée pour Matou Brunel, on sait l'enquête qui a été réservée pour les victimes de Printemps Noir. Chaque fois qu'on parle de commission d'enquête, l'objectif c'est d'étouffer justement l'enquête, d'étouffer la vérité. Maintenant, il faut qu'on réclame carrément une enquête indépendante, dirigée par les ONG. Merci, maître. Je vous en prie.